C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est un honneur. J'ai très hâte de présenter ce travail. J'étais inspirée par un travail que j'ai commencé dans les années 90 pour comprendre les transitions. Et dans les années 90, il y a quelque chose de drôle qui s'est passé, qui pourrait sembler un peu drôle à ce moment-là. Les gens avaient peur et appréhendaient les années 2000, et quelque chose qu'on essayait de penser, c'est quels sont les changements qui vont se passer dans les années 2000, qui vont avoir, quelles sont la transition entre les deux années, et c'est n'importe quoi. Maintenant, on sait que c'est juste deux dates, et c'est juste un, un phénomène psychologique. Et on a vu avec l'Internet qui prenait ses fondations à ce moment-là, euh, c'est devenu de plus en plus clair qu'il y a une type de tension ou ce qu'on peut appeler peut-être quelque chose qui n'est pas quelque chose qui ne se qui n'a aucune souplesse pour quelque chose de fragile, qui crispé, mais qui ne se qui manque de résilience. Et j'aimerais parler des changements qui se passent niveau technologie, niveau géopolitique, ou les organisations, ou les crises du changement climatique. Par exemple, ça nous pose une question, la souplesse, la capacité de notre monde qui peut s'adapter, qui peut changer pour répondre à ces pressions qui peuvent être construites au fil du temps. Et bien sûr, si vous pouvez répondre à ces pressions, il faut savoir de quoi il s'agit. Parce que si c'est vague, on n'est pas sûr comment tacler le défi. Donc, je pense à un des points clés de la pression de ce qu'on a vu et qu'on continue à voir dans des différentes formes ou phases, c'est on voit l'exemple du changement entre la civilisation ruelle à la civilisation urbaine. Euh, on fait toujours des références de la vie sur les fermes, par exemple, aux enfants. On leur fait apprendre des contes de fermiers dans le monde urbain. Et cette transition d'une à l'autre n'est pas simple. Ce n'était pas simple pour mes grands-parents, surtout mon grand-père. Du côté de mon père était considéré fermier quand s'est déplacé à Montréal. Il a dû changer de langue, il a dû changer tous ses points de référence, toutes ses habitudes et tous les points de référence d'un point ruel, fermier, campagnard, n'est pas la même chose que des points de référence urbains. Donc tout ça, ce que je vois, c'est fondamental pour un type c'est, une e-habitation pour faire des changements dans ce que j'appelle un changement d'un changement d'une société intangible à une société tangible. Je vais vous montrer avec des diaporamas comment stimuler notre imagination et revenir sur quelques implications reliées à cette transition. Euh, commençons avec la production aux États-Unis. Ça correspond à des c'est une augmentation de productivité assez standard, assez stable
c'est assez croissant, au même rythme, une productivité qui s'améliore ou qui augmente à ce stade comme ça. Elle a l'air assez stable, mais si on regarde à l'arrière-point de ce qu'on voit de tout ça, les changements qu'on a dans le monde, derrière cette augmentation de productivité, on voit qu'il y a des changements profonds qui ont fait des changements, des moments dans l'histoire qui étaient destructifs. Par exemple, un feu de forêt qui a complètement changé la façon que les gens habitent. Donc, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on s'adapte au changement? Donc ça, c'est un autre exemple qu'on peut voir à travers le changement de tangible à intangible, matérialiste, antimatérialiste. Donc, comme vous savez, certaines heures par jour qu'on sait tous, mais il y a des manques, pas des manques de ressources, parce qu'on voit qu'il y a des hauts, des bas, mais ce qu'il y a vraiment de manque, c'est le temps. Parce qu'on a le temps, on a un temps limité par jour, on a un temps limité dans nos vies. Donc de cet aspect-là, ce que vous voyez ici, c'est quelque chose ça se voit, c'est la productivité d'un monde matérialiste qui descend. Et cette opportunité qu'on peut passer plus de temps à faire autre chose qui n'est pas une activité matérialiste. Donc c'est assez commun, donc c'est juste quelques types de pays, mais c'est pas une nouvelle histoire qui a commencé dans les années 60 dans cette société. Il y a déjà eu des conversations dans la manufacture. Tout le monde pense que le secteur de la fabrication était toujours dominant. Donc, par exemple, les usines pouvaient être plus efficaces, les robots peuvent le faire, mais de la même façon que l'agriculture, c'est abaissé, par exemple. Donc là, il y a très peu de gens qui travaillent dans l'agriculture. Donc cette productivité qui augmente nous donne assez de preuves qu'on ne passe pas assez de temps dans ce monde, qu'on passe trop de temps dans ce monde matérialiste. Donc là, on voit par exemple combien de temps on attribue à travers les activités tangibles et intangibles. Donc l'allocation de temps, on a vu ça a commencé autour des 2003. C'est pas quelque chose qu'on a eu beaucoup de données sur cela. Donc par exemple, combien de temps vous passez à créer du contenu, par exemple. Donc moi sur LinkedIn, je passe beaucoup de temps. Il y a des gens qui passent du temps à créer du contenu pour TikTok, pour Instagram, etc. Donc c'est assez différent de regarder la télé, de créer du contenu. C'est une activité, c'est quelque chose que vous faites, vous créez quelque chose. Mais est-ce que le contenu est virtuel? C'est des vidéos, c'est pas nécessairement de l'écriture, ça change les formes. Le côté créatif, les demandes créatives sont interchangeantes. Donc là, on peut voir ici vers le tangible et l'intangible. Donc là, on peut juste voir des données qui sont présentes ici, donc qui prennent en compte la fabrication, le développement des différents secteurs, donc comme la fabrication, qui donne de l'importance sur la production des matérialistes tangibles. Donc maintenant, j'aimerais parler vite fait de ce cycle qui s'appelle un hype cycle de 2012, une usine 3D. Les gens pensaient qu'on allait se déplacer vers que les usines se déplaçaient vers les gens et qu'on pouvait passer à côté de la production en masse. Donc c'était pas exactement comme ça. Ça ne veut pas dire que le potentiel n'est pas là, mais ça veut dire qu'on l'a réalisé.
Et je pense que c'est un aspect important de voir la valeur des choses. Donc ça, c'est un autre bout aussi de 2010, de pourquoi le BIP ne s'ajoute pas. Est-ce que c'est compétitif? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est répétitif? Parce que c'est par rapport à la production en masse et le matériel. Et si vous faites ça pour imaginez si vous parlez d'une histoire de vous-même, juste en répétitif, massifié, c'est ennuyant tout cela. Personne dans cette salle est habillé de la même chose. On s'habille tous d'une façon différente. On n'est pas répétitif. L'être humain n'est pas répétitif. Donc on a la capacité de vraiment surmonter cela et de regarder la valeur qu'on a dans nous, de continuer à investir, à créer quelque chose qui n'est pas matériel, ce qui veut dire, ça veut dire qui est dans votre tête. Combien de temps on passe sur cela? Donc ça, c'est l'idée qui est derrière, qu'on peut se déplacer. C'est un scénario, donc je vous montre juste vite fait pour un peu jouer un peu avec votre imagination. Et donc le monde industriel, je vais retourner en arrière d'ailleurs. Alors, quand le point d'agriculture se baissait, il y avait un point dans l'histoire où ils étaient très nerveux. Eux, ils pensaient qu'on pouvait pas avoir une société riche sans agriculture. Ils pensaient que c'était avant la révolution industrielle. Les gens pensaient que on a besoin beaucoup de fermiers, on a besoin beaucoup de soldats, on doit avoir beaucoup de ces fermiers et on doit garder l'agriculture forte. Et l'agriculture qui baissait, les gens commençaient à stresser, oh mon Dieu, c'est horrible. Mais la situation qui est assez intéressante dans les endroits qui sont pas industrialisés, donc par exemple les États-Unis, l'Allemagne, mais ils étaient très nerveux, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez, moi je l'ai dit auparavant, en Allemagne, pensons à l'Allemagne sans l'usine de voitures. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Mais à un moment, quand on pensait l'Angleterre sans les mines, c'était pas possible de penser l'Angleterre sans mines. Mais aujourd'hui, regardez, ce n'est pas l'endroit où il y a le plus de mines. Donc comment est-ce qu'on peut alloger la richesse du pays? Donc pensez à la créativité, aux identités des communautés, et comment sont les différentes manières de créer de la valeur. Votre identité, la valeur de l'histoire, la valeur de l'histoire et vraiment le sens des choses qui leur donnent de l'importance. Et on peut apprendre tous les jours le pourquoi, le comment, le qui, le quoi. Et vous voyez un peu dans la société d'agriculture, vous savez comment faire. Par exemple, prendre des champignons. Vous savez les champignons qui sont toxiques, les champignons qui sont pas toxiques. Comment est-ce que vous savez grandir des champignons? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va au supermarché, on achète des champignons comme ça. Et on voit dans le dernier point une des belles choses dans les modèles de langage et leur habilité de nous donner à l'accès des informations, c'est le quoi est beaucoup plus important. Maintenant, on a besoin de moins de savoir le quoi parce qu'on a plus d'accès au bout de nos doigts de savoir le quoi. Donc, le pourquoi, le pourquoi augmente. Je me pose les questions, pourquoi est-ce que je fais ça? Quelle est la valeur de cela? Quel est le sens, la signification? Parce que la vie va être un peu difficile et vous essaierez de survivre, mais dans n'importe quel cas, quelqu'un vous dira pour le pourquoi, parce qu'il sera le boss. Ils sont
le boss est au-dessus de vous, il dit ce quoi faire. Donc vous pensez le pourquoi. Pourquoi est-ce que je me suis mis les habits que je me suis mis aujourd'hui? Comment est-ce que je vais être un bon ami? Comment est-ce que je vais être un bon parent? Comment est-ce que je vais être créatif dans le monde que j'habite aujourd'hui? Que c'est intéressant pour moi, que je puisse apprendre, que je trouve un sens. Et si vous cherchez ce sens, cette signification d'être créatif, et que si je vous dis que vous le savez déjà, c'est pas intéressant. Donc, ce qui est intéressant, c'est ne pas savoir. C'est de savoir passer le test. Ne pas savoir, c'est quelque chose, ça a cette connotation de ne pas savoir, c'est pas bien. Mais maintenant, dans la société, ne pas savoir, c'est ce qui ajoute à la curiosité et l'engagement et qui rajoute de la signification. Donc on peut penser à l'écosystème du savoir. On peut voir ce schéma, le savoir qui vit. Donc par exemple comme les langues, si on continue pas à parler une langue, elle meurt. Et là par exemple on a des secteurs qui mettent en place un nouveau savoir du secteur public, du secteur privé. Et les choses qui ne sont pas institutionnelles, qu'on apprend dans la rue ou qu'on apprend comme ici aujourd'hui. C'est en dehors des institutions qu'on apprend les choses d'ici aujourd'hui. Mais si on met tout ensemble, on peut apprendre dans les pratiques, les identités, les communautés, les pratiques, les significations, les identités, pour l'expérience, le savoir, le devenir. Et on peut passer tout le temps à faire ça. C'est énormément, ça a énormément de valeur. Donc, si on pense une transformation économique pour les changements de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, il faut un changement dans les, dans les, dans les ressources. Si on regarde à comment on peut produire des choses ou apprendre des choses, on peut voir que quand on va dans l'usine, je ne vais pas dans l'usine et penser comment est-ce que je vais faire ça. Non, vous venez à l'usine et on leur dit ok vous faites ça, ça, ça. C'est pour ça que des fois on met des machines au lieu des humains, comme ça on n'a pas besoin de leur expliquer. Mais on voit quand on se déplace vers l'intensité de savoir, on va dans un autre spectrum qui est presque difficile d'imaginer pour nous parce qu'on est tellement habitué à avoir cette relation entre le, le vous créez votre propre offre et demande parce que vous l'inventez. Vous l'inventez. Donc si j'ai envie de créer un stylo, par exemple, pour tout le monde dans cette salle, je veux que tout le monde ait leur propre stylo. Bah, je peux avoir un catalogue, je peux avoir plein de différents types de stylos, mais la meilleure façon de le savoir, c'est de dire oui, moi je préfère un stylo comme ça, moi je préfère ce stylo, moi je vais copier ce stylo, mais je vais le faire un petit peu plus, un peu plus comme ça, un peu plus comme si, on va le mettre ensemble, on va le créer nous-mêmes. Mais la raison pour laquelle ce stylo me reflète, c'est parce que je suis ça. Je suis unique. Ce que vous pensez est votre identité. Alors il faut penser par rapport à votre créativité, votre identité et l'expresser. Et c'est pour ça dans la pyramide de la conception de la gestion, de l'exécution. Donc c'est pas mais juste de travailler, le faire vous-même, avec l'expérience, avec votre identité. Et c'est par rapport à apprendre et créer et de changer continuellement. Vous avez cette expérience et vous accumulez quelque chose qui prend soin de votre propre voyage. C'est j'ai une visualisation. Un mot que j'aimerais que vous vous souvenez, c'est murmuration.
Je voulais vous montrer une vidéo, mais c'est un peu plus simple, c'est pas un peu difficile à l'instant. Mais la murmuration, c'est des oiseaux qui volent ensemble, et c'est en haut, en bas, à droite, à gauche, ont toujours ce changement. Et c'est un autre mot que j'aimerais vous introduire. Et c'est l'idée que ça ne doit pas toujours avoir une hiérarchie, mais c'est plutôt quelqu'un leur profit est haut et bas. Quand je parle de joie, donc avec quelqu'un qui a par exemple, qui a pas un haut diplôme d'université, la joie personnelle, c'est ça, une question avec l'expérience personnelle. Nous sommes préoccupés avec la hiérarchie parce que nous savons comment les contrôler et comment vivre avec eux, mais les choses cruciales dans la vie ne sont pas hiérarchiques. Donc il faudrait penser à la connaissance et le changement autour de nous. Donc, avec notre identité et la capacité à être libre, toutes ces choses font partie d'un rituel et aussi de façon de travailler, de vivre. Il y a aussi des possibilités nous avons dans l'ère mass era, ou par exemple l'État-nation aussi qui enlève certaines langues. Donc quand vous allez en l'armée, vous parlez bien sûr la même langue. On fait une production de masse, mais quand on passe vers l'identité et vous avez plus de choix il y a sur la capacité de sentir, de donner un sens à ce que vous faites. Nous avons un défi fondamental. Nos écoles d'aujourd'hui, la façon de réfléchir à l'éducation, c'est donc avec 12 ans de preuve, c'est qu'on peut instiller et ordonner. Le problème ici, c'est que est-ce qu'on peut commencer à comprendre les choses, mais de la créativité banale, de la créativité autour de nous dans le monde. Donc la créativité, c'est une créativité de génie, mais aussi l'expérience en construisant notre identité, qui nous sommes d'une façon relationnelle. Donc au niveau social, nous créons soi-même en relation avec les autres. Donc l'apprentissage dans des sociétés intensives, donc travailler sur ce processus de penser à qui vous êtes. Nous allons vers les capacités euh, décision d'avoir des capacités personnelles et aussi vous avez d'expérimenter, vous avez le même emploi pour toute votre vie. Il n'y a pas d'expérience. Vous continuez la même chose. C'est très bien pour vous. Cela veut dire vous devez savoir seulement ce que vous devez savoir. Autrement, vous perdez du temps. Pourquoi vous devez connaître quelque chose d'autre si vous voulez avoir des connaissances ouvertes et avoir des questions continues sur ce que vous faites, parce que vous êtes créatif, parce que cela a relation avec qui vous êtes et comment vous pouvez exprimer. Donc, nous performons tout le temps, mais nous sommes conscients parce que par exemple, de voir que c'est un fardeau. Oh, je ne sais pas ce qu'on va faire. Cela nous a donc la capacité à recadrer et aussi je vais descendre. Vous faites quelque chose, vous descendez donc du podium et ça va affecter le caméraman. Et cela nous permet en étant spontané, vous communiquez, vous exprimez également, vous regardez au moment précis parce que vous l'avez trouvé auparavant. On s'est fixé, vous prenez avantage de quelque chose qui est bien sûr
dans le monde. Donc il y a l'émergence, c'est-à-dire nous ne connaissons pas ce qui va arriver. L'expérience, bien sûr, faisant partie de votre vie. Vous ne pouvez pas le vendre à quelqu'un d'autre, ça ne doit pas être à l'échelle. Vous ne devez pas prendre un selfie. Et même le selfie ne veut pas raconter l'histoire. Donc, qu'en est-il de chose qui va se répéter, qui est continue? C'est en fait le vide que nous avons au fond de nous soi-même. Et il faudrait s'apprécier soi-même. Il y a des différents aspects. Donc, je voudrais montrer dans ce modèle spéculatif, bien sûr. Donc, je suis en train de créer. Ce sont des scénarios. Donc, ce sont des scénarios imaginaires. Ce sont des histoires contes. Donc, l'organisation de cette organisation est marginale. Je ne vais pas rentrer. Donc, aussi, le capital. Nous n'avons pas besoin l'industrie des entreprises. Quel est le futur? Parce qu'il n'y a pas d'entreprise dans le futur ou autre. Donc les emplois, mais ils étaient là, donc on les a créés auparavant. L'humanité a besoin de meilleures façons de s'organiser. Donc expérimenter, pas administrer. Donc la bureaucratie et l'administration sont contre l'apprentissage parce que vous avez arrivé au rôle final pour un administrateur. Quand vous créez un pont ou une pyramide, mais vous travaillez avec le monde comme quelque chose qui émerge et qui change, où vous apprenez tout le temps. Vous ne pouvez pas définir les objectifs à l'avance parce que vous ne savez pas. C'est le voyage, ce sont les idées, pas la fin. Dans ce contexte, les sociétés donc un peu plus riches, donc vous savez, les pays on parle de sociétés vieillissantes, il y a des problèmes, bien sûr. C'est là où les pensions commencent. Quand quand, par exemple, les employés donc avaient des problèmes de santé, donc on a créé les pensions. Et donc les sociétés de sagesse, en plus, donc les sociétés anciennes, en plus de ça, la productivité, une création unique et la qualité de prise de décision donc ont augmenté. Nous avons ces conditions qui travaillent donc sur la fluidité, la sagesse, ça c'est quelles sont les conditions pour ce murmure? Donc il y a des aspects cyber citizenship. Nous avions la première conférence à l'OECD sur l'Internet. Qu'allons-nous faire de l'Internet? À ce moment-là, nous avons la frontière cyber, donc l'Ouest sauvage. Donc vous avez vu des films de cow-boys. De l'Ouest, vous avez beaucoup, vous avez des fermiers et des ranches, et il y a plein de fusils. Il y a eu bien sûr des batailles entre les deux. Les fermiers peuvent prospérer quand ils peuvent être protégés. Mais dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous définir sur un temps? Est-ce que vous avez une identité que vous pouvez réclamer? Est-ce que c'est pratique réellement? Est-ce que les données, bien sûr, ont de la valeur contre quelqu'un d'autre les autres? Nous sommes dans une situation ridicule, comme l'Ouest sauvage. Nous pouvons créer une communauté florissante, mais plutôt on a des oligarques qui... c'est bizarre, bien sûr. La connaissance,
une caractéristique universelle des êtres humains. Donc chacun de nous, et c'est comme une bibliothèque, c'est les nations, c'est le Congrès qui donne accès à tout le monde, parce que l'accès aux connaissances donc, rend les gens plus riches. Ici, vous avez une situation où les impératifs commerciaux sont les sources qui doivent être collectées ou pas. Donc Google donc, ont décidé quel est le monde de la connaissance des êtres humains. Il faut aller au-delà. Donc, c'est l'attention dont j'ai parlé. Donc, de ce changement de société tangible à intangible. Donc, des banques de compétences, c'est la validation, ce que les gens savent. Et aussi, il faut cartographier les avoirs des communautés. Nous savons bien sûr comment avoir d'accès de l'élite sur les réseaux. Qu'arrivera-t-il dans un système où on doit valider, bien sûr, mutuellement sur notre connaissance, pas les diplômes, les tests et les résultats. Il faut créer un environnement riche où la diversité de ce que nous connaissons, parce que nous savons tous différentes expériences, ça devient transparent. On peut utiliser cela comme un crédit, comme une source de donner de la valeur à votre capital humain. Il y a par exemple de nouveaux droits de propriété, des contrats, ces stylos dont j'ai parlé. Donc si vous utilisez donc, blockchain va permettre cela. Nous ne le faisons pas. Donc, cela, des choses qui sont possibles pour nous. Je vous donne encore un exemple. Donc, the Bottom Tower à Belfry, à Bruges, ils ont créé les bases mercantilisme. Donc, dans ces murs, il y avait des systèmes de transactions qui sont devenus par la suite capitalisme. Et nous pouvons faire ces changes. Nous sommes dans ces positions. On peut changer. Et qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à avoir des comptes à rendre? Donc, quand par exemple, vous dites, vous êtes en train de manufacture, votre usine n'a pas de sens, même si elle a terre. Mais en fait, on est contre ceux qui contrôlent chaque personne qui doit avoir ses propres données. Nous sommes en train de nous donc batailler contre Google. Pour revenir où nous sommes aujourd'hui, dans ce contexte de poly-crise, il y a des opportunités de cela, et à cause d'une transition et la fin de l'âge matériel à un monde donc intangible. Il y a des zombies, il y a des morts vivants, parce que le monde change. C'est une opportunité d'aller au-delà des systèmes dominants que nous avons dans le passé. De la façon de voir cela, c'est dans chaque partie du monde, on utilise la bureaucratie, la hiérarchie, l'administration, de créer le monumentalisme. C'est celui qui croit uniquement dans les grandes choses, l'adoration, la question. Donc, et comment on est dans cet univers? Est-ce qu'on peut être en opposition de cet univers? Est-ce que nous sommes spéciaux? Nous sommes des espèces humaines qui fait partie de l'univers. Nous étions tout le temps inconfortables. Et donc, une science c'est notre planète qui nous dit, vous détruisez votre
propre foyer. Pour des milliers d'années, vous dites, il ne faut pas tuer les gens, mais vous tuez les êtres humains. Donc, nous pouvons être contre le racisme et encore une fois, nous avons encore ces antipathies, les inégalités et on essaie de coloniser l'avenir. On voudrait par exemple se coloniser. Il y a un changement de paradigme, vous voyez bien sûr, la terre plate ou la terre ronde. Et parce que si la Terre est plate, il ne faut pas tomber sur les limites. Et donc, il faut faire de nouvelles politiques au lieu de tomber. Vous connaissez le problème. Le monde n'est pas plat. Même si vous devez calculer quand est-ce que vous allez tomber, vous calculez quelque chose qui n'existe pas. La conception du monde est en fait erronée, fausse. Donc il y a un vrai développement. Est-ce qu'on peut utiliser ou imaginer moins de colonisation pour coloniser le futur? Donc je parle de la littératie future. La divination était importante, les superstitions, les plantes de thé, les expectations qui viennent de vos amis secrets, aident à créer votre imagination. Personne, mais il n'y a pas de données, il n'y a pas des évidences sur l'avenir. Peut-être l'avenir va se terminer. Autrement, on ne serait pas ici. Il faut assumer, c'est une assumption. Je présume. Ça peut être vrai, mais on ne sait pas. Nous utilisons ces assumptions et ces façons d'imaginer le futur pour comprendre nos espoirs ou nos craintes. Vous voyez, ce schéma qui est familier et confortable, ça nous permet de penser à l'avenir d'une certaine façon, mais c'est limité. Si je me réfère à l'avenir en se basant sur le dictionnaire du passé, dans 10 ans, il y aura différents dictionnaires. Nous aurions donc inventé de nouveaux dictionnaires, de nouveaux mots. Donc le futur n'est pas le même. Il y a un univers où on contient. Et ça, c'est encore une fois une murmuration donc ouverte, donc pas fragile. Donc, quand on pense à l'avenir, ça nous permet de sentir les changements. Le changement, ce n'est pas le passé, c'est quelque chose de nouveau. Comment on peut comprendre quelque chose de nouveau si on dit que seulement le passé compte? Donc vous devez ouvrir votre esprit. Nous utilisons l'avenir de différentes raisons, différents contextes et ce qu'on appelle la définition de la littérature future. Quand vous lisez la littérature, vous augmentez votre capacité de parler. Vous avez des capacités linguistiques, vous augmentez votre aide. Nous anticipons, nous utilisons le futur tout le temps. Donc c'est au sujet des probabilités, désirabilité, le potentiel qu'on ne comprend pas. Nous utilisons le futur tout le temps, mais notre sensibilité de savoir, donc la réalisation sur la perception et le choix, donc c'est sous-développé. C'est une nouvelle compétence que je trouve donc cruciale pour une société tangible et aussi une société d'apprentissage. Parce que ça améliore et accélère la connaissance, l'apprentissage. Le plus on apprend, donc je peux être un parent différent, un ami différent. Nous devons être meilleurs à comprendre, bien sûr, l'avenir. Donc il ne faut pas utiliser le passé pour utiliser pour le présent ou pour l'avenir. Nous devons connaître mieux. C'est la dernière diapo. C'est un cartoon sans père dans le français. C'est la façon dont nous sommes des futuristes. Prenez-nous d'un point A à B à travers le précipice. Quel est ce grand homme
Ce commandant, est-ce que c'est une approche raisonnable pour le monde? Vous pouvez, bien sûr. Ça, c'est au fait une très très mauvaise idée. C'est ce que je dis au fait. Comment on peut anticiper les choses? Il faut changer le présent. Merci. 18, 7. Donc le compte à rebours, 18, 17, 16. Est-ce qu'on a le temps pour les questions? Est-ce qu'on a terminé? Est-ce qu'ils peuvent poser des questions? Oui, vous pouvez poser des questions. Yeah, sure. Go ahead. I swear. Thank you so much. Merci beaucoup. Je pense que on a pris un grand temps pour comprendre ce qu'il faut savoir depuis des années. J'aime beaucoup votre présentation. C'est vraiment tout ce qu'on va voir dans un court terme. La raison pour laquelle je suis arrivée dans cette séance aujourd'hui, c'est les avoirs tangibles. Et c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'on est dans le monde tangible. Et à ce moment-là, on trouve même des problèmes à admettre quand on va dans la mauvaise direction. Et ça va du côté pour la résilience et les pratiques durables. Je me suis rejoint à votre conférence aujourd'hui parce que je dois vous dire qu'on doit commencer à collecter les histoires et les voyages de chaque. Et ça va du point du projet individuel, dans les secteurs, dans les pays, dans les communautés, dans les mondes. Et c'est tout par rapport à la résilience. Et on a vraiment notre leçon apprise et comment on peut bénéficier de ces leçons apprises pour ne pas amener le monde vers trouver les meilleures policies pour les meilleures polices pour les générations à venir, parce que tout le monde maintenant souffre au niveau d'économie, d'environnement, société, santé mentale, comme nous le savons tous, le stress avec les réseaux sociaux. Au moins, il faut qu'on trouve des manières pour les générations à venir. Oui, vite, de penser par rapport à cela. Je suis complètement d'accord avec vous, mais cela veut dire qu'il faut mettre en avant significativement rechanger la façon que nous pensons pour le transfert de savoir. Le transfert de savoir, je sais, c'est une question de créer des conditions d'une expérience et de voir la valeur de l'expérience. Et comme vous étiez en train de le dire, je pense que c'est très important que les pratiques et les racontements d'histoire pour partager, mais ça veut dire que tout le monde doit raconter leur histoire et les sociétés ont leur tradition et nous, on spécialise dans le racontement d'histoire et tout le monde veut que les histoires s'amplifient et il y a plusieurs aspects de changement qu'il faut mettre en place dans le jour d'aujourd'hui pour contrôler et d'assurer et de maintenir et de répéter le passé. Et il ne faut pas faire cela. Et puis, donc, je vous remercie. Oui, c'était une superbe présentation. Un de mes professeurs dans le passé m'a dit que une des grandes forces de la nature humaine, c'est la peur de changement. Et quand, au fil du temps, on fait des diagnostics et on fait si ils ne font rien par rapport à cela, que ces conséquences peuvent se passer, mais le changement la peur de changement amène des complexités. Comment est-ce que vous parlez du futur? Comment est-ce que vous solvez ce problème? Parce que on dit que quand on donne un conseil, c'est quelque chose qu'on peut passer dans 20 ans dans le futur. On parle
des choses qui peuvent se passer dans des décennies. Et on voit que que rien ne se passe et les policy makers doivent atteindre et mettre en place le pire. Donc si on construit un bâtiment comme cela, on sait que ça va tomber. Ça veut dire qu'il faut le garder en place et il faut avoir peur qu'il tombe. Donc pourquoi est-ce qu'on a construit le bâtiment? Mais si on crée en fait beaucoup de nos propres défis, on crée des situations où il faut mettre énormément de ressources pour juste réparer un problème qu'on amène depuis le passé. Donc c'est juste au niveau d'infrastructure, les architectes se sont juste dit ah nous il faut juste qu'on construise ça et puis on n'y pense pas plus loin. Mais dans les caractères humains, bien sûr, on essaye d'éviter le danger. Donc quand on voit le prédateur par exemple, c'est une façon de voir une meilleure façon de comment agir par rapport à cela. Donc, est-ce que vous êtes paniqué ou est-ce que vous êtes coincé dans votre forteresse et je vais rester dans ma forteresse parce qu'il y a un lion dehors? Non, vous allez vous dire que je vais trouver des façons comment contourner cela et vous créez pas une prison parce que vous avez peur. Ce que je suis en train de dire, c'est la capacité, l'habilité de voir, l'habilité de comprendre, l'habilité d'avoir la confiance en soi-même, la spontanéité, et pas ah il faut se préparer pour le Covid, il faut se préparer pour cette catastrophe. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas résoudre ce problème avant qu'il se passe? C'est ridicule parce que c'est une demande. C'est ridicule comme réponse. Il faut construire la capacité et comprendre l'idée que que différentes façons de savoir le monde autour de nous, c'est de la résilience qu'on a pour nous. Et comment est-ce qu'on va qu'est-ce qui a créé cet univers qui est toujours dangereux? On va jamais avoir une position fixe sur le danger. On peut être plus capable pour ce changement. Merci, merci. Ah. Une dernière question. Ma question est, vous parlez de comment l'éducation qu'on a à l'instant dans les premières 12 années, après graduation, l'université, ça doit changer pour la société à venir. Est-ce que vous avez un scénario de comment est-ce que cela peut ressembler? Est-ce qu'il y a des sociétés qui se déplacent envers ça de plus en plus? Enfin, je peux produire plein de scénarios et c'est pas le point crucial. Le scénario, ça peut nous laisser penser et imaginer, mais ce qu'on peut voir, c'est les expériences, cette créativité que les gens critiquent envers les réseaux sociaux. Pour moi, c'est une façon de créer un savoir, un apprentissage de quotidien. Donc, vous êtes un créateur, vous jouez avec les conséquences. Donc, les scénarios que je vois, c'est beaucoup plus de jeux, beaucoup plus d'avatars. Vous pouvez être bon, vous êtes bien, vous pouvez être beau, moche. Donc il faut regarder d'un côté de jeux simultanés les différentes valeurs, d'avoir des différentes relations et vous apprenez par faire. Mais dans ce monde intangible qui est accessible à nous au jour d'aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de potentiel dans le contexte d'intangibilité d'une façon qui n'est pas... quand j'ai commencé mon travail en 82,
on parlait toujours du savoir pour toute la vie, et maintenant on a toujours de la difficulté à apprendre ce concept d'apprendre pour toute une vie, parce que c'est difficile. Mais merci à vous tous.